Sur 1600 hectares, Olivier Bérin démontre qu'on peut vivre de la forêt autrement qu'en la coupant pour la cultiver. Salut Olivier. Yann. Bienvenue. C'est toi là? Eh oui. Bah, là on arrive au milieu de la grosse zone de travail, c'est eux qui est expert du corridor forestier. Donc on va aller voir. Tu veux qu'on monte dessus? On peut monter. Pourquoi c'est dégradé comme ça ici? Donc tout ça c'est le résultat de la culture sur brûlis. C'est-à-dire traditionnellement, les Malgaches, ils ont appliqué des techniques culturales qui venaient d'Indonésie, c'est-à-dire de couper la forêt pour se servir de la cendre pour faire pousser le riz. Et c'est ce qu'ils ont pratiqué, sauf que maintenant ça va trop vite, il y a trop de population et la forêt ne repousse pas. Tous les trous que ça représente et donc la coupure de ce corridor forestier. Ça c'est une forêt qui a été déforestée pour faire du riz? Ça a été déforesté pour faire du riz. On voit encore une petite case tout là-haut, donc ils ont recoupé un nouveau bout de forêt pour replanter du riz, mais on voit bien que sur ces zones-là, ils sont plus capables de les cultiver. Il n'y a plus rien dans le sol là. Alors on déforeste, on brûle, et on peut faire du riz pendant combien de temps? Pendant 2 ou 3 ans? Ici, il faut du riz 2 ans. C'est-à-dire, il y a une première année où il y a une bonne récolte, une deuxième année où il y a une récolte médiocre, et après c'est fini. Alors, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que j'ai toujours vu le riz dans des rizières avec de l'eau. Pourquoi est-ce qu'ici, on arrive à le faire pousser sur le flanc de montagne? C'est ce qu'on appelle la culture du riz pluvial. Ça pousse très bien, le riz est très bon, les Malgaches adorent ça. En fait, la culture irriguée, elle est surtout productive en termes de lutte contre les insectes, parce que les insectes ne vont pas sur les pieds de riz qui sont dans l'eau. Donc là, on évite en fait les maladies du riz. Encore récemment, pour survivre, les habitants de Madagascar ont incendié des millions d'hectares. Cette pratique est appelée ici le TAV. Elle est officiellement interdite, et la forêt continue à brûler. À perte de vue, ces collines stériles étaient de la forêt. À Madagascar, le riz est l'aliment de base. 130 kg en moyenne par personne et par an. Il y a aujourd'hui sur cette île, à peine plus grande que la France, 18 millions d'habitants. C'est 3 fois plus qu'en 1970. Et dans le même temps, le tracteur n'a pas remplacé les ébus. La production de riz, elle, n'a pas triplé. La population souffre de malnutrition. Les gens n'ont pas le choix, ils doivent se nourrir. Comment les empêcher de brûler la forêt? C'est pour ça que je crois à l'utilité du travail d'Olivier. Il offre à ses paysans des nouveaux moyens de subsistance. Et ça, c'est vital. Là, on arrive dans la pépinière. Là, on arrive dans la pépinière où tu vas voir des femmes qui travaillent, je dirais, à la préparation des pots sur lesquels on va mettre des graines pour faire des plants. Salut. Bonjour mesdames. Et là, on est sur une zone qui avait été déforestée pour faire de la culture sur brûlis. Ici, il y avait du riz avant. Il y avait du riz, mais il y a très longtemps, quoi. Tu me parles de corridor, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de corridor forestier, tu as un énorme bloc de forêt qui va jusqu'au parc de Machois, le Gironde, donc c'est 500 km de forêt, on va dire qui longe la côte, plus simplement, tu vois. Et au sud, tu as aussi, si tu veux, des centaines de kilomètres de forêt qui continuent, et là, il n'y a plus rien au milieu, ça a été coupé, tu vois, les gens, ils ont fini par placer par là. Ne peut pas traverser. Il n'y a plus d'échange génétique, il n'y a plus la dynamique, les espèces, elles ont besoin de se croiser. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de penser cette coupure de la forêt. Ici, tu vois, tu as 2 blocs forestiers, donc là, au milieu, on va replanter des arbres pour aider cette forêt à reprendre son état originel et permettre donc des échanges génétiques entre les forêts du nord et les forêts du sud. Il faut combien de temps pour que cette forêt redevienne une forêt complète? Il faudra probablement 80 ans, c'est ce qu'on estime, si tu veux, pour regagner de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va déforester pour s'en servir 3 ans et il faudra 80 ans pour que ça revienne. Là, on peut dire dans 80 ans, il y aura à nouveau de la forêt, il y aura des échanges. Mais bon, on espère bien que notre planète, elle va perdurer, tu vois. Et je voulais te montrer Mam, si tu veux, qui est le gars qui fait le reboisement. Avec les populations locales, hein. Tu vas voir, c'est eux qui vont prendre la suite. Donc là, c'est les jeunes plants qui vont partir pour le reboisement, ça. Donc voilà, Mam. Le fameux Mam. Ça va?
Là, je vous laisse parce qu'il connaît les plantes mieux que moi, tu sais. Merci. Combien d'espèces de plantes vous plantez dans la forêt ici? En tout, on a 150 espèces à peu près d'ici. C'est énorme, quoi. Ça n'a jamais été fait un inventaire. Est-ce que les gens ici se rendent compte du travail qu'ils font, de l'importance de ce travail? Oui, parce que même les jeunes, parce qu'il y a des jeunes de 20 ans, quand ils se baladent dans la forêt, ils se disent ouais, mais le niveau de la forêt, ça régresse en fait, le niveau de l'eau, ça régresse aussi. Il faut aller loin pour aller chercher du bois, alors que nous en pépinière, on a des espèces à croissance rapide, on a des espèces pour le bois de chauffe, on a des espèces pour faire des maisons, la vannerie et tout ça, quoi. Donc ça, ils s'en rendent compte. On le voit là-haut. Ça va bien. Comment vous décidez ce que vous devez planter ici? Nous, on décide de tout ensemble. Tu sais, parmi les planteurs, il y a des gens qui connaissent bien la forêt. C'était des exploitants forestiers qu'on a pris pour devenir des pépiniéristes. Et eux, ils savent quelles espèces il faut mettre en haut, quelles espèces il faut mettre en bas de la colline. On essaye exactement, vraiment d'imiter au maximum ce que la nature, elle a fait, quoi. Est-ce que c'est pas utopique de faire une forêt qui va être mature dans 80 ans? 80 ans, c'est énorme, mais en même temps, il faut le faire. C'est pas que pour nous les Malgaches, c'est pour moi, c'est pour ma fille, c'est pour vous en France, c'est pour tout le monde, parce qu'on séquestre le carbone, on essaie de conserver ce qui reste, la forêt, les lémuriens que tu as entendu tout à l'heure, tous les oiseaux et toute la biodiversité, c'est pour tout le monde. Cette sagesse va nous faire comprendre que des arbres vivants valent bien plus que d'habiter en planche. Ici, on replante tandis qu'ailleurs dans le monde, on coupe sans discernement et sans souci de l'avenir. Selon le WWF, 40% du bois tropical importé en France proviendrait de forêts coupées illégalement. Nous pouvons donc tous, sans le savoir, acheter du bois interdit à l'importation. Alors nous avons enquêté, remonté la filière, de Nantes où ce bois arrive, jusqu'au Cameroun où il a été coupé. Regardez. Nous sommes sur la zone portuaire de Nantes. Une action coup de poing est menée par l'association écologiste Les Amis de la Terre, visant à dénoncer le commerce illégal de bois exotique venant du Cameroun. Dans ce parc à bois, plusieurs mètres cubes sont stockés en toute impunité. Ils seront vendus le triple du prix acheté pour décorer nos intérieurs. Pour comprendre l'étendue de ce trafic, nous prenons la route vers le centre du Cameroun. Nous devons être prudents, nous n'avons pas de visa de presse. Dans ce pays, enquêter sur le commerce illégal du bois peut rapidement vous mener en prison. Très vite, nous croisons des centaines de camions greniers qui charrient des tonnes de bois. Sur les pistes, c'est un embouteillage de bois précieux qui s'en va pour l'Europe ou la Chine. Toujours selon le WWF, la moitié du bois exporté par le Cameroun est exploité illégalement. En longeant les grandes forêts tropicales, nous sommes alertés par le bruit des tronçonneuses. À peine cachés, des bûcherons clandestins sont en train d'abattre et de débiter de l'iroko. 3 hommes suffisent pour transformer ce pied d'iroko, vieux de 150 ans, en planche destinée au commerce. Nous sommes sur les rives du fleuve Sanaga, le plus important du pays. Nous avons rendez-vous avec Belmont Chumba, coordinateur pour les Amis de la Terre Cameroun. Ce défenseur de la forêt camerounaise nous explique comment de telles coupes sauvages sont possibles. Dans ces endroits qui sont relativement éloignés, les autorités chargées de surveiller la forêt ne sont pas toujours au courant. Et quand bien même elles sont au courant, dans beaucoup de cas, en raison de la corruption qui sévit dans le secteur, elles pourraient ne pas être sanctionnées. La corruption, un fléau qui gangrène certains services administratifs du pays. Parler du trafic de bois au Cameroun, c'est se dresser contre un énorme tabou.
Ici, beaucoup de gens en profitent de près ou de loin. De l'administration forestière à la gendarmerie ou à l'armée, des réseaux d'influence s'enrichissent au détriment de l'État et des populations. De l'autre côté du fleuve, nous nous engouffrons sur les pistes entourées par la brousse. Au bout de quelques kilomètres, Belmont fait stopper la voiture. Il a repéré sur le bas-côté un indice d'exploitation forestière illégale. Et bien voilà. Les routes qui nous manquent tant au Cameroun, on les trouve ici. Et ça, c'est une piste qui